Bonjour à tous. Donc le premier point important à comprendre quand on va faire du développement côté back-end, c'est cette problématique de persistance des objets. On a de plus en plus des langages de programmation qui utilisent ce concept de programmation par objet. Des langages comme Java, comme Ruby, comme PHP, comme maintenant TypeScript et Python, etc., ont tous C#, enfin voilà, ont tous cette notion de classe et d'objets avec lesquels on travaille. Et puis très souvent, on a besoin de sauver l'état de nos objets qui sont en mémoire vers une base de données, quelle qu'elle soit. Dans ce cours-là, on va entre autres pas mal se poser la problématique de la liaison à une base de données dite de relationnelle. Il y a plein d'autres problématiques de stockage. Donc ça, je referai juste aussi une petite vidéo sur les bases de données NoSQL. Et donc évidemment, mon propos n'est pas de dire il faut systématiquement utiliser une base de données relationnelle. Il se trouve que dans beaucoup de projets, on a une base de données relationnelle sur laquelle on se connecte, d'où le fait de regarder cette problématique de mapping relationnel. Mais il y a des projets où évidemment on aura intérêt à prendre des bases de données distribuées en mémoire et on gérera le fait que on souhaite pas que ça crache en faisant en sorte d'avoir un certain nombre de machines pour être sûr qu'à aucun moment j'ai toutes mes machines qui tombent en même temps et que mes données soient bien dupliquées sur les différents. Et ce sera parfois bien plus efficace qu'une base de données relationnelle. Donc toute cette problématique du schéma et de la bonne stratégie pour sauver les objets, c'est pas le propos de ce que l'on va voir au départ. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est toute la partie de quelles sont les problématiques pour sauver ces objets? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Un petit rappel sur les structurations classiques d'un back-end sous forme d'un mécanisme un peu d'application entière. Et puis après, on va regarder en détail cette notion de mapping relationnel. Comment est-ce que je traduis une classe dans une table? Les problématiques d'identification, la traduction des associations, la problématique des objets dépendants, la traduction de l'héritage, la navigation entre les objets. Tout ça donnera lieu à une petite séquence vidéo qui discute cette problématique-là. Puis ensuite, on ira voir en détail JPA, avec donc JPA qui est un standard en Java pour travailler, pour décrire un peu cette problématique de la correspondance entre le modèle objet qu'on utilise et le schéma de base de données sur lequel on souhaite se mettre en correspondance. En utilisant un fournisseur de persistance en TP qui sera Hibernate. Donc on verra que JPA est un standard, c'est-à-dire que la communauté Java fait assez souvent cet effort de définir des API communes, des annotations communes, etc. Puis après on a besoin d'un fournisseur de persistance, c'est-à-dire une librairie qui fournit des classes d'implémentation par rapport à ces interfaces. Et donc il y en a plusieurs autour de JPA, Hibernate, Eclipse Link, etc. Et nous on ira voir cette partie JPA. On survolera rapidement la partie langage de requête qui est aussi offert dans JPA, qui s'appelle JPQL. L'objectif n'est pas de vous refaire un cours de langage de requête. Je pars du principe en M2 qu'un certain nombre d'entre vous, et j'espère la plupart, ont déjà manipulé un jour du SQL. Et vous verrez qu'en JPQL, à part le fait qu'on travaille sur un modèle objet, ça se retrouve pas mal. En toute transparence, ce cours a été bâti à l'aide aussi d'un certain nombre de slides du professeur Richard Grain de l'Université de Nice. Et donc, voilà, n'hésitez pas à lire sur sa page web pour aussi récupérer d'autres ressources liées à JPA. Donc, la première problématique de ce qu'on va voir, c'est quoi le problème de passer des objets qui sont en mémoire à une structuration vers une base de données, pour comprendre un peu cette notion de mapping relationnel. Donc, très souvent, un certain nombre d'entre vous ont appris à définir la structure d'une base de données relationnelle en réfléchissant, en faisant de l'analyse. Certains ont même peut-être appris, si vous êtes passé par des UT ou certains BTS de gestion, la méthode Meurice pour justement définir son dictionnaire de données, son MCD, son modèle physique de données, etc. Et très souvent, en fait, on se rend compte dans les entreprises qui travaillent comme ça, que ce travail de modélisation des concepts métiers, il est fait deux fois. Il est fait au moment de la structuration du schéma de base de données et il est fait aussi au moment des développements applicatifs. Et donc le point de vue de ce cours est différent. Moi, je viens de la modélisation objet et donc le but est de se dire, si j'ai fait une bonne modélisation objet, comment est-ce que je suis capable de me mapper, voire de générer automatiquement tout le schéma de base de données.
Le contexte est toujours le même, un back-end ou une application complexe multitiers. Et donc là où nous on va travailler, c'est sur le lien entre justement la modélisation des concepts métiers dans un langage objet, et puis le lien avec la base de données, la capacité à faire des requêtes sur cette base de données et récupérer le plus facilement comme ça des objets métiers. Et donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment faire en sorte d'avoir un bon niveau d'abstraction en développement pour qu'une application écrite dans un langage objet puisse nous permettre de dialoguer avec une base de données relationnelle le plus facilement et efficacement possible. On peut se reposer la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on sauve ces objets? Quel est le problème? Ces objets métiers, très souvent, on a besoin de les sauver parce que, entre autres, je souhaite que si mon application crache, eh bien évidemment, je n'ai pas de perte de ces deux objets. Je vous rappelle que des objets qui sont uniquement en mémoire, au moment du crash d'un programme, d'un arrêt d'une machine, etc., on va perdre cette mémoire qui est volatile. Pourquoi est-ce qu'on sauve pas simplement cela dans un fichier, etc. Eh ben parce que ça fait 50, voire 60 ans que des gens ont travaillé pour avoir des stockages indexés quand on fait du stockage sur disque, et entre autres avoir des capacités extrêmement efficaces pour faire des recherches, et donc on a tout intérêt à utiliser justement, entre autres, ces bases de données relationnelles, des fois c'est des bases de données objets, pour faire cette sauvegarde sur un support non volatile. Pourquoi utiliser une base de données relationnelle? Alors, c'est une vraie bonne question, et vraiment mon propos n'est pas de dire utilisez MySQL à chaque fois ou utilisez SQL Server à chaque fois, il n'y a que ça de vrai. Il y a plein d'applications où vous aurez utilisé d'autres types de bases de données, d'autres techniques de sauvegarde des objets. Il se trouve que les bases de données relationnelles sont très présentes entre autres dans des systèmes d'information d'entreprise. Donc, malheureusement, on sait que c'est pas le meilleur mécanisme pour faire de l'intégration de différentes applications, mais encore dans beaucoup d'entreprises, pour intégrer un peu les différentes briques du système d'information, elles se connectent toutes à la même base de données. Et donc, quand on a un legacy dans une application, très souvent, si on développe un nouveau service, on n'a pas trop le choix. Il faut aller chercher les données dans une base de données qui existe, et cette base de données est relationnelle. Il se trouve aussi qu'on a un certain nombre de bases de données à bas coût dans le monde des bases de données relationnelles. Donc ça aussi, ça pousse assez souvent à utiliser une base de données relationnelle. Elles sont faciles à utiliser, elles sont efficaces pour faire des recherches complexes dans un grand volume de données. Elles s'adaptent à différents besoins. On peut avoir des vues sur les différentes données, etc. On peut assez facilement spécifier les contraintes d'intégrité sans programmation, de dire je veux que cette colonne-là, par exemple, soit jamais nulle, ou alors je veux que dans cette colonne-là d'une table, je n'ai que des valeurs uniques, etc. Et donc c'est une théorie solide, des normes reconnues, avec énormément de compétences disponibles sur le marché pour travailler au-dessus de bases de données relationnelles. Donc c'est souvent un choix qui est fait par les entreprises dans un développement d'intégrer un membre pour le stockage, une base de données MySQL, PostgreSQL ou autre. On peut parfois se poser la question, puisqu'on part d'un langage d'opération objet, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un SGBD objet? Je vous ai dit, la première vraie raison, et probablement la seule qui est encore vraiment valable, c'est on a énormément de bases de données relationnelles qui sont en fonctionnement, et donc on a un problème de legacy, on se reconnecte à celles-là. On a parfois moins de souplesse pour s'adapter à certains besoins d'application, des fois un manque de normalisation, même si c'est de moins en moins vrai. Par contre, ce qui est toujours vrai, c'est qu'on a moins d'informaticiens formés à des SGBD objets que ce qu'on a sur des SGBD relationnels. Donc si à un moment on a un besoin d'optimisation un peu poussé, ce sera plus dur de trouver un administrateur de base de données compétent dans le monde des SGBD objets. Et donc si c'est plus rare, évidemment, pour une entreprise, c'est aussi plus cher. C'est quoi le problème? L'idée, c'est qu'on a nos données et puis on souhaite les stocker pour qu'elles soient réutilisées par une autre application, une autre session, etc. Et faire ce mapping, c'est pas toujours si simple. Pourquoi? Parce qu'on a deux paradigmes qui sont quand même différents. Entre ce qu'on a quand on a des objets métiers contenus en mémoire et ce on peut faire sur une base de données relationnelle, les concepts sont pas les mêmes. On n'a par exemple pas de notion d'héritage dans le modèle relationnel. On n'a pas de notion de référence. On n'a pas de notion de collection. Tout est géré par un modèle de table, de colonnes, de clés primaires, de clés étrangères. Et donc il faut faire ce mapping entre ces deux problématiques.
Donc, si je reviens un peu sur où est-ce que se situe cette problématique, bah, je vous rappelle un peu les notions, donc là je vais faire clignoter les slides un petit peu, d'organisation générale d'une entreprise. Très souvent, bah voilà, on a envie de simplifier le développement et puis bah, on a plusieurs structures. Donc on a des structures type client-serveur, puis de plus en plus on est allé vers des structures dites N-tiers où on séparait les différentes couches pour des questions d'évolutivité, la couche de présentation, la couche dite des services métiers, la couche dite des problématiques de stockage, etc. Toujours avec une vision qui consistait à dire bah, l'évolution de ces différentes couches n'est pas la même, la vitesse d'évolution, les nouvelles fonctionnalités à rajouter, et donc j'ai intérêt à structurer en couches. Comme ça, bah, j'introduis un certain découplage entre les couches pour faire en sorte que je puisse, par exemple, réécrire toute ma couche de présentation, alors que peut-être ma couche métier a relativement peu évolué. Donc où est-ce qu'on se situe, nous? Eh ben, globalement, on vient se situer au niveau de la problématique de la couche d'accès aux données. Donc on a nos objets métiers, on a notre couche de service, etc., qui a besoin de travailler notre couche d'accès aux données. Et ce qu'on ne veut plus faire, c'est d'écrire à la main cette couche d'accès aux données. Qu'est-ce qu'on faisait habituellement dans cette couche d'accès aux données? Si certains ont fait un peu, par exemple, de JDBC, ou ont fait un peu de PHP à l'ancienne sans utiliser, par exemple, un framework comme Doctrine, bah, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des API pour dire donne-moi, comme tout à l'heure, tous les étudiants. Et puis, bah, dans ce code-là, on faisait la requête select étoile from pour déjà, on allait se connecter à la base de données, on faisait la requête select étoile, on récupérait un flux de données non forcément très structuré par rapport à nos objets métiers, et on reconstruisait les objets métiers en correspondance. Et ce code-là, c'est un code qui est répétitif, qui risque d'être buggé, qui a faible valeur ajoutée. Donc la problématique, c'est en gros, quand je viens faire du mapping opérationnel, comment je peux quasiment supprimer l'écriture de cette couche d'accès aux données, en tout cas la rendre la plus abstraite possible. Donc, je vous rappelle très rapidement pourquoi on faisait cette séparation en différentes couches. On avait toute une problématique plutôt liée à la présentation, toute une problématique liée au traitement relatif au domaine de l'application, et puis toute la gestion des données. Si certains l'ont fait peu, pourquoi est-ce qu'on fait cette séparation-là? On sépare tout ce qui est la structuration des données, des traitements dits plus métiers qui, eux, vont être plus pérennes dans le temps, qui sont partagés sur différents éléments, etc., de la couche de présentation qui va être amenée à évoluer davantage. Et donc, dans cette couche de persistance, c'est là où on vient écrire ce lien entre ma couche métier et puis mon modèle de persistance. L'idée toujours, c'est de faire en sorte que, puisque j'ai des on va aller, on va dire, du plus évolutif au moins évolutif. Normalement, on espère que notre structuration de base de données soit relativement stable dans beaucoup de systèmes d'information. La couche métier va évoluer, mais si possible, moins vite. Et ce qui évolue le plus, c'est très souvent la couche de présentation. On cherche à avoir un maximum d'indépendance entre ces éléments-là pour qu'une évolution sur une des couches impacte le moins possible, évidemment, les autres couches. Et puis avoir une bonne séparation entre ces différentes couches, c'est-à-dire éviter de mettre trop de traitements métiers dans la couche de présentation, etc., pour que de nouveau, si j'ai une évolution à faire, je sache dire très très vite dans quelle couche je dois intervenir, sans nécessairement qu'elle impacte les autres couches. Donc ça, c'est vraiment la première partie de la structuration. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'on va chercher à voir, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas écrire ce code-là de manière exhaustive. Toujours pareil, avec un objectif là aussi d'améliorer le découplage entre ces différentes parties-là, c'est-à-dire que si je fais évoluer la structure de mes objets métiers, peut-être que je ne serai pas obligé de faire évoluer ma structure base de données, j'aurai juste à faire évoluer mon mapping, ma couche où je décris mon mapping, ou inversement, si je renomme une colonne là, j'aimerais bien que ça n'ait pas d'impact sur les requêtes qui sont faites au niveau, par exemple, avec l'utilisation de mes objets métiers, etc. Donc c'est vraiment sur cette problématique-là que l'on va travailler sur cette première grosse partie du cours TA.